Et sans transition, je vous demande d'applaudir Laurent Bertin. Merci. Ça va? Il m'a refilé sa crève un peu, donc... Donc, soyez indulgents, je lui ai refilé ma crève, du coup il est malade. Donc Laurent est un ami et il va venir nous parler du secret des entrepreneurs qui réussissent. Ouais, je voudrais pas faire comme Nico, c'est quoi le bouton? C'est à droite. C'est à droite, ok. Donc, est-ce que vous voulez connaître ce secret? Oui. Est-ce que vous voulez connaître ce secret? Ah, merci. Bon, ils veulent le connaître. Ça va, c'est cool. Merci. Alors, vous avez de la chance parce que Mika, il a invité le plus grand coach et le grand gourou de développement personnel en France. Mais il n'a pas pu venir. Donc, il m'a demandé d'intervenir à sa place. Le problème, c'est que, le secret, je ne le connais pas. Et donc, quand je lui ai dit, en plus, moi, l'immobilier, la bourse, tout ça, j'y connais que dalle. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je le raconte, moi, à ton public? Il m'a dit un truc qui m'a vachement aidé. Il m'a dit, démerde-toi. En fait, il m'a dit, je te fais confiance, tu trouveras bien, mais moi, j'ai entendu, démerde-toi. Et en fait, je n'ai pas appelé ça le secret parce que, justement, je suis le grand gourou qui connaît le secret. J'ai appelé ça le secret parce que la plupart des entrepreneurs qui réussissent l'appliquent sans le savoir. C'est un automatisme. Et je discutais avec Nicolas, Rémi et pas mal d'intervenants que j'ai vus, et même d'autres personnes dans la salle. Et j'ai remarqué qu'ils avaient ce point commun. Parce que moi, je viens de l'accompagnement, je suis dans l'accompagnement depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est jamais la question des gens qui changent qui m'a intéressé. Celle qui m'anime, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui changent et pas d'autres. Et la réponse à cette question, c'est la même que qu'est-ce qui fait que certains réussissent et pas d'autres. Donc c'est un peu ça qu'on va aborder dans cette conférence-là. C'est une question intéressante, non? Vous voulez savoir ou pas? Parce que je ne crois pas que tout le monde puisse réussir. Il y a vraiment une mécanique, il y a un état d'esprit. Mika en a parlé beaucoup. Et on va aborder tout ça. Mais avant, je voudrais qu'on revienne un petit peu 10 ans en arrière. Je vais raconter un peu mon histoire, mais je vais la faire courte parce que c'est un peu chiant les gens qui racontent leurs histoires. Moi, je trouve, je ne sais pas vous. Alors, quand j'étais petit, en fait, je suis né à Paris. Non, je connais. Avant, j'étais directeur informatique dans une grande banque française. Et le poste idéal, marié, 3 enfants, le 4e en route. Le 4e, c'était une fille d'ailleurs qu'on allait appeler Ève, parce que moi j'aime bien les prénoms courts. Surtout avec 4 gamins, parce que sinon quand tu les appelles à table, tu as l'impression que tu vas réciter la Bible, tu sais, Jean-Paul, Jean-François. Donc j'étais dans une grande banque française, donc forcément payé sur 17 mois, plan de carrière tout tracé, la bonne sécurité, excellent salaire, etc. Une vraie réussite, vice-champion du monde de solitaire, quadruple champion de tournoi de poker inter-équipe. Merci, c'est important. Ce que je ne dis pas, c'est que j'étais 4 fois dernier des pronostics de Ligue 1, mais c'est pas trop mon truc, le foot. Vous l'avez compris, je suis expert. Si vous vous ennuyez dans votre travail aujourd'hui, dans vos activités, vous me demandez, j'ai plein de petits trucs pour vous occuper. Parce que ça faisait, à l'époque, ça faisait déjà 8 ans que je m'intéressais à l'hypnose, au coaching, à l'accompagnement, et que je faisais ça un petit peu à côté, parce que j'avais la trouille de quitter, quoi. Et à cette époque-là, je suis tombé sur une citation assez connue, celle d'Oscar Wilde, qui est très chère à notre ami Nicolas, je crois. C'est « Visez toujours la lune, car en cas d'échec, vous atterrirez toujours dans les étoiles ». Alors moi, j'ai bien compris aujourd'hui l'idée qu'on s'est toujours visé plus haut, et comme ça, c'est chouette, mais à l'époque, je l'ai pris un peu au pied de la lettre. Parce que je me suis dit, viser, t'es sympa, mais il faut y aller. Sinon, t'es là, comme ça, tu fais quoi? Je vise la lune, tu vois. T'es un peu con, assis sur ton canapé, en train de viser la lune. Et donc, je suis tombé sur une autre citation d'un autre personnage très, très célèbre. Il dit, pour aller sur la lune, Milou, il faut une fusée. Merci, Milou, ça m'a vachement aidé. C'est pratique d'avoir des gamins, parce qu'on les fait relire des trucs qu'on lisait quand on était gosse. Donc, pendant que je me posais cette question de la fusée, comment je peux faire pour aller sur la Lune, il faut d'abord, je crois que Philippe disait ça ce matin, il faut déjà quitter la Terre.
Mais quand on a 4 gamins, une femme qui ne travaille pas, et que le salaire tient à la sécurité de la famille, c'est un peu compliqué. Il y a ce qu'on sait qu'il faut faire, et puis il y a ce qu'on ressent qu'il est possible de faire. Et donc, pendant que je me posais toutes ces questions-là, un jour, le téléphone s'est mis à sonner. Alors moi, je décroche jamais le téléphone. Déjà parce que j'étais occupé à jouer au solitaire, hein, je ne peux pas tout faire. Et puis surtout que c'est souvent les gens au poste auquel j'étais qui t'appellent avec des techniques de commerciaux des années 40. D'ailleurs, à ce sujet, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous verrez Franck tout à l'heure qui parle de ça très bien. Pour éviter de faire les trucs des années 40. Hein. Je ne dis pas, vous avez compris, ça va. Et en fait, ce jour-là, j'ai décroché. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, vous savez, un truc qui sonne, il y a un truc dans votre tête qui vous dit, celui-là, il faut décrocher. Alors ça peut être un peu émotionnel, là, donc... Oh, putain. Donc j'ai décroché, et au moment où j'ai décroché, je savais. J'ai entendu la respiration de ma femme, et au milieu de ses sanglots, elle m'a annoncé que... ça ne devait pas arriver, normalement. Je m'étais dit, il ne faut pas que j'en parle, mais bon, c'est pas grave. Elle m'a annoncé que le bébé était décédé. Donc sur le coup, moi j'étais là, physiquement, et mentalement j'étais plutôt... Enfin, c'est pas assez grand, vous voyez, j'étais très très loin. Donc de l'extérieur, on a l'impression que je gérais la situation, parce que si bon, j'essayais de relativiser. Il y a ce qu'on sait, encore une fois, puis il y a ce qu'on vit. J'essayais de relativiser le fait qu'on a 3 qui sont en bonne santé, tout ça, ça va bien. Mais ça m'a foutu une grosse claque. Et puis je commençais un peu à me plaindre. Et puis elle, ma femme, il y a sa photo dans le dictionnaire à la lettre C au mot courage. Elle s'est relevée vachement plus vite que moi. Et elle m'a dit, il ne peut rien m'arriver de pire, donc j'abandonne tout, parce qu'avant elle était à la BNP aussi. Ouais, j'ai dit le nom de la banque, maintenant vous savez. C'est de la merde, n'y allez pas, voilà. Je sais de quoi de part, j'y suis resté 15 ans, donc... Et personne à la BNP ici, ça va. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie des fois? Donc, elle m'a dit, moi, mon rêve depuis que je suis gamine, c'est d'être infirmière, donc j'arrête tout, je me lance dans les études d'aide-soignant, puis je ferai le concours d'infirmière derrière. Et puis moi, comme un gros con, au lieu d'être content pour elle, j'ai ressenti une grosse colère intérieure, parce que j'avais le petit espoir que si elle reprenait le travail, je pouvais quitter mon job et que son salaire compenserait un peu la perte du mien. Et là, je me retrouvais complètement bloqué dans cette prison dorée. Et donc, je commençais à avoir des pensées un peu pas toujours agréables, genre pourquoi j'ai fait des enfants, ça me fait chier, tout ça. Et puis un jour, j'ai fait, alors je vais appeler ça un rêve, mais c'est pas vraiment un rêve, c'est plus, ça vous a déjà arrivé probablement, un espèce de truc, vous êtes conscient, demi-conscient, et j'ai entendu un mot dans ma tête, et ce mot c'était abandon. Et ce mot, il a fait ça chez moi, ce côté... Alors, le plus fou dans cette histoire, c'est pas tellement que j'ai fait un rêve, un truc à la con et que j'ai entendu ce mot-là, c'est que j'ai mis plus de 10 ans à comprendre ce qui s'est passé pour moi dans ce moment-là. 3 jours après, j'annonçais mon départ de la BNP, dans les poches, avec rien. Avec ma femme en plus qui changeait de boulot. Et je voudrais vous poser une question, c'est quel est le point commun entre ces 3 images? J'en ai mis une rigolote. En fait, j'ai réalisé que dans la nature et dans la vie en général, tout commence par un abandon. Pour devenir un papillon, il faut que j'abandonne la sécurité du cocon. Pour que le bébé devienne un être humain exceptionnel, il faut qu'il quitte la sécurité du ventre de sa mère. Et l'oiseau, même si des fois on l'aide un peu, pour apprendre à voler, il faut qu'il quitte son nid. Et en fait, je crois, moi, que toute transformation commence par un abandon. Et je crois aussi que la réussite est une transformation profonde. Vous allez retrouver plein de points communs avec la conférence qu'a fait Philippe ce matin. Je vais juste le dire un petit peu différemment. Et je crois que c'est fondamental. Mais abandonner quoi? Vous avez tous entendu parler de zone de... mauvaise réponse. C'est une zone de sécurité en fait. Enfin, on l'appelle zone de confort, mais elle est rarement confortable. Sinon, pourquoi on aurait envie de la quitter? C'est un peu con d'appeler ça zone de confort. En fait, notre cerveau,
il est encore câblé comme à la préhistoire, vous voyez. La société a évolué beaucoup plus vite que n'a évolué notre cerveau. Et donc, en fait, notre cerveau passe notre temps à nous protéger de l'inconnu et de l'incertitude. Donc, il nous conserve dans cette zone de sécurité-là. Le truc, c'est que on est des survivants d'hyper-anxieux. Typiquement à la préhistoire, imaginez, je suis à la préhistoire, je sors de ma grotte, si je suis cuicui les petits oiseaux, oh, regarde, t'as vu les jolis oiseaux, le tigre qui est dans le coin, il me bouffe. Donc ceux qui ont survécu, c'est ceux qui ont peur, qui marchaient comme ça, qui sortaient, qui disaient voilà, attention, c'est hyper dangereux. Donc on est des héritiers de ça, donc notre cerveau est toujours câblé comme ça. Et donc dès qu'il s'agit de sortir de cette zone de sécurité, on ressent quoi ? De la peur. Et sortir de cette zone de sécurité, c'est une souffrance. Okay ? Et je trouve que Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, le dit très joliment. Il dit que se faire printemps, c'est prendre le risque de l'hiver, et se faire présent, c'est prendre le risque de l'absence. Et c'est à mon risque de peine que je connais ma joie. Très bonne lecture, au passage. Et je pense que la réussite, c'est pareil. C'est à mon risque de souffrance que je peux connaître ma réussite. Parce que la question, c'est jamais la question du plaisir qu'on va trouver à faire quelque chose et à atteindre sa réussite. C'est les souffrances qu'on est prêt à traverser et à vivre pour pouvoir y aller. On en a parlé un petit peu, tous les conférenciers ont abordé un petit peu ce sujet-là. Si je suis dans l'immobilier, il faut que j'accepte de reprendre des noms, de me prendre des refus quand je suis à la banque, de gérer les galères des travaux, ce genre de choses-là. Et Michael disait assez joliment aussi, je trouve, le premier jour, il disait, de mémoire, combien estimez-vous votre tranquillité ? Ce qui présuppose qu'on peut ne pas être tranquille. Et donc la question derrière ça, c'est de quelle souffrance je parle. Pour moi, il y en a 3. Le premier, c'est celle qu'on va traverser. Ça paraît assez logique. Si je veux perdre du poids, par exemple, il faut que je sois OK pour mettre mon corps en tension en faisant du sport, que je sois OK pour changer mes habitudes alimentaires. Et tout ça, au début, c'est une souffrance, puisque ça me sort de mes habitudes, ça me sort de ma zone de sécurité. Vous êtes OK avec ça ? Et je discutais avec Patricia, je crois, qui parlait de son blog aussi. Au début, elle disait bah, j'ai dû apprendre WordPress, etc., m'installer. Et ça, c'est une souffrance au sens, c'est pas facile. La réussite, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit simple, en tout cas le chemin. Et il y a une deuxième souffrance qui me paraît vachement importante, je pense que c'est la plus importante, il y a un truc à retenir de cette conférence, c'est probablement celle-là, c'est celle qu'on cherche à éviter. Pour moi, tous les héros sont des trouillards. Il n'y a pas de courage sans peur. Celui qui va, par exemple, se jeter dans une maison en feu pour sauver les enfants, ça ne lui fait pas plaisir, a priori. Il ne se dit pas « Yeah, génial !» D'accord ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Il y va parce que vivre avec l'idée de ne pas avoir agi est beaucoup plus douloureux que prendre le risque de se faire tuer. Et c'est celle-là qui est fondamentale. Et je pense que c'est une vraie question à vous poser. Je discutais avec Rémi aussi la dernière fois, il me disait ça, il me dit moi je veux éviter de me retrouver sans rien à la retraite. Et c'est ça qui fait qu'il passe à l'action. D'accord ? Tous les héros font ça, et que tous les gens qui réussissent, quand vous grattez un petit peu, ils cherchent à éviter une souffrance. Et si j'évite une souffrance, ça veut dire que je ressens du plaisir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a Daniel Kahneman, qui est assez connu des investisseurs, qui a un prix Nobel d'économie et qui a découvert un biais cognitif, c'est un mécanisme automatique de notre cerveau. Et ce biais cognitif, c'est l'aversion à la perte. Qui dit, je vous résume un bouquin de 200 pages en une phrase, ça dit en gros, on met 2 fois plus d'énergie à éviter une souffrance qu'à atteindre du plaisir. Ce qui est intéressant, je trouve. D'ailleurs, ils ont fait une étude avec des groupes d'étudiants. Vous avez un groupe test, ils devaient passer un examen, donc eux, on ne leur fait rien, puisque c'est un groupe test. Un deuxième groupe où on leur fait ce qu'on appelle une futurisation positive. À la différence de la vision de la création du futur dont parlait Philippe ce matin, c'est vraiment, j'imagine que j'ai déjà eu mon examen, et je m'arrête là. Comment je me sens quand j'ai eu mon examen, etc. Et un troisième groupe, on leur a fait imaginer tout ce qu'ils allaient vivre comme souffrance s'ils ne travaillaient pas.
Devinez les résultats. C'est facile, je pense, ça va aller. C'est bon? Le groupe qui a eu le moins bon de résultats, c'était la futurisation positive. Le deuxième groupe qui a eu le plus de résultats, c'était le groupe test. Et le groupe qui a eu de meilleurs résultats et de très très loin, c'est ceux à qui on a fait imaginer la souffrance qu'ils allaient vivre s'ils ne faisaient pas quelque chose maintenant. Ils sont tous passés à l'action, ils ont tous travaillé, etc., etc. Donc je pense que c'est un des leviers les plus importants, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et le troisième levier, évidemment, c'est les souffrances qu'on a déjà vécues, déjà traversées. Comme ma femme, par exemple, qui me disait il ne peut rien m'arriver de pire que ça, je prends le risque de. J'imagine que dans votre vie, vous avez tous traversé des souffrances, des moments difficiles, des moments faciles, évidemment. Hein. Et très souvent, on les regarde comme quelque chose de douloureux et de limitant et de bloquant, mais on peut aussi choisir de les regarder comme quelque chose de dire, de toute façon, qu'est-ce qui peut bien se passer de pire? Et c'est ces trois leviers-là qui, à mon sens, font passer à l'action et font qu'on ose sortir de sa zone de sécurité et qu'on ose vraiment y aller, quoi. Et moi, là, j'ai compris un truc quand je réfléchissais à ça. J'ai compris, parce que ça, pour moi, ça, c'est le moteur de la fusée qui permet d'aller sur la Lune. Vous voyez, et s'il y a un moteur, il faut du carburant, exactement. Donc il manquait un truc, et en travaillant sur celle-là, en regardant un peu tous les moments que j'avais dépassés dans ma vie, un peu comme tout le monde, je me suis rendu compte que toutes les transformations autonomes qui viennent de nous, elles commencent toujours par la même phrase. Vous savez ce que c'est? C'est « putain, il y en a marre ». Ça ne vous est pas arrivé, ça? C'est le jour où tu dis « putain, il y en a marre de ce truc-là » que pouf, tu passes à l'action. Ah, je communique, non, c'est bon. Il y a, je pense, une vérité universelle, qui est la mienne en tout cas, sur qui on est. On n'est pas ce qui nous tient à cœur, ce qui nous fait plaisir, on est ce que nous tolérons d'acceptable. Donc le fuel, pour moi, le carburant de la fusée, c'est l'intolérance. Pas l'intolérance, évidemment, vis-à-vis des autres, hein. L'intolérance vis-à-vis de ses propres limites. Ça paraît logique. Si je tolère et que je trouve acceptable d'être en surpoids, il y a de fortes chances que je sois en surpoids. Si je tolère de ne pas gagner de l'argent ou de ne pas oser dépasser pour investir mes peurs, etc., il y a des chances que je ne le fasse pas. Vous êtes OK avec ça? Et donc la vraie question, c'est toujours, à mon sens, c'est quoi les limites inconscientes que je tolère? Qu'est-ce que j'accepte inconsciemment? Évidemment, je ne parle pas de ce qui est incontrôlable, la météo, les enjeux économiques et tout ça, etc. Je parle vraiment de nos limites intérieures. Qu'est-ce que je tolère? Typiquement, moi, quand j'étais à la BNP, je trouvais acceptable de me plaindre et de ne rien faire. Donc, c'est ce que je faisais. D'accord? C'est pareil dans les relations de couple. Si je tolère que un couple qui est ensemble depuis plus de 10 ans avec 2 enfants, n'a plus de désir l'un pour l'autre et tombe dans une routine, il n'y a plus de flamme, il y a de fortes chances que ce soit ce que je vive dans mon couple. Et ça, je pense que c'est le vrai fuel de l'action. Et très souvent, dans le développement personnel, avec tous les gourous qu'on trouve à gauche, à droite, on trouve cette idée qu'il faut s'accepter. À mon sens, c'est une vaste connerie. C'est pour ça que j'ai mis le S en rouge. Parce que l'idée, ce n'est pas de s'accepter, c'est d'accepter au sens de reconnaître. Tant que je n'ai pas reconnu que, comme moi j'étais à la BNP par exemple, que je me plaignais, que je ne faisais rien pour que ça change, et que j'accusais ma femme, mes enfants, mon éducation, ma vie, tout ça, de ne pas pouvoir faire ce que j'avais envie d'atteindre, j'acceptais des limites intérieures. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous permet d'évoluer vraiment, cette espèce d'honnêteté brutale avec soi-même. De dire, j'en suis là aujourd'hui, j'ai la trouille, j'accepte d'avoir la trouille au sens je reconnais cette peur. C'est parce que je la reconnais comme quelque chose que je peux la mettre à la conscience et travailler avec. Tant qu'elle n'est pas acceptée au sens de non reconnue intérieurement, elle est présente, ce qu'évoquait Philippe ce matin, les choses qui sont présentes intérieurement mais qui ne sont pas mises à la conscience. Vous ne pouvez pas travailler quelque chose qui n'a pas été mis à la conscience au sens de reconnaître. C'est clair ça pour vous? L'idée de s'accepter, je la trouve qui est intéressante, mais c'est plus d'accepter de ne pas être parfait. D'accord? Parce que les gens parfaits, je ne sais pas si vous en connaissez, à part, ça va? Non? Vous n'en connaissiez pas avant, maintenant ça va. Donc, et je pense que les entrepreneurs qui réussissent, j'ai remarqué que tous chez eux, ils ont ce truc. C'est intolérable de ne pas évoluer.
Souvent, on dit qu'il n'y a pas d'échec, que des apprentissages, mais le fond, c'est ça. C'est je ne tolère pas de ne pas évoluer. On en parlait un petit peu hier avec Luc et Mika, que souvent, moi aussi, je fais de la formation pas mal. Moi, je me suis formé dans une autre école de coaching là, récemment, et tous mes stagiaires me disent « Mais qu'est-ce que tu vas foutre dans une école de coaching ?» Ça. Et Mika et Luc, pareil, ils sont en train de se former sur d'autres domaines, et souvent, on leur dit « Mais pourquoi faire ça ?» Et tant que vous tolérez de ne pas évoluer, vous ne passez pas à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Non, ça va, vous dormez ou... Non, c'est bon. Alors, je me souviens plus de mon slide après. Ah oui, c'est ça, c'est bon. Ça vous embête si je bois un petit verre d'eau vite fait? Si ça vous embête, c'est pas grave. Voilà, je vais m'étouffer. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté la BNP du jour au lendemain. Déjà, les gens ne comprenaient pas autour de moi, ils me disaient « Mais ça va pas la tête ?» Je dis « Bah, je sais pas, peut-être, on verra bien. » Et j'ai utilisé ces leviers-là. Le levier de la souffrance, les trois, le levier de l'intolérance. Je me suis imaginé, dans 30 ans, toujours en train de jouer au solitaire. Voilà, champion du monde, tu vois. On s'accroche à ce qu'on peut quand ça va pas. Et j'ai eu envie de vomir, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et c'est ce truc-là qui m'a fait le putain, il y en a marre, il faut que ça s'arrête. Donc 3 ans après, à peine 3 ans après, j'étais devenu co-directeur d'un gros centre de formation d'hypnose en France. J'avais un cabinet qui tournait à plein. J'avais atteint ma lune. Mais la vérité, c'est que la lune est un désert de merde. En fait, de loin, c'est beau. Mais quand tu vas dessus, tu dis, c'est quoi cette merde? C'est un problème. Il est con, ce Caraway, quoi. En fait, vaut mieux viser la lune, pas y aller, hein, c'est chiant. En plus, tu te déplaces comme ça, c'est complètement débile. Parce qu'en fait, j'avais atteint cet objectif-là assez vite, mais j'étais en train de divorcer. On était chez l'avocat, la séparation des biens était faite chez le notaire, et j'avais reproduit exactement les mêmes schémas qu'à la BNP. J'étais toujours dans une prison dorée, je travaillais 70 heures par semaine, je m'ennuyais comme un rat mort, ce que je faisais ne me plaisait pas, parce qu'il y avait certaines valeurs qui ne concordaient pas avec ce que je faisais dans le centre de formation-là. Et je suis retourné à la case départ. C'est relou quand même. Avec un bon salaire. Le rapport à l'argent, il faut en discuter avec Philippe. Et je croise un pote, et j'étais encore dans cette mécanique en train de me plaindre, dire ah, machin, et la direction du centre de formation, et puis les gens, ça me saoule, et ce genre de choses-là. Et mon pote, il me dit, tu connais pas cet adage-là? C'est un pote qui est un peu... Je dis, non. Non, je connais pas, vas-y. Il me dit, bah, quand tu rencontres un con une fois, c'est pas de chance. 2 fois, c'est vraiment pas de chance. 3 fois, c'est peut-être que c'est toi le con. Alors d'abord, je lui ai dit, va te faire foutre. Et après, je me suis dit, parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que ça faisait pas que 2 fois. J'étais un peu long à la comprenette, le mec, ça fait plutôt 15-20, tu vois. En fait, j'ai compris un truc. C'est que j'ai compris que c'est pas la lune qu'il faut viser. C'est pas les étoiles non plus, parce que c'est con. C'est pareil, les étoiles. De loin, c'est beau, ça brille. De près, ça brûle. Icare, il connaît bien les étoiles. D'accord? J'ai compris que ce qui était important, c'est de viser votre planète réussite à vous. Sur 4 piliers, notamment, qui rejoignent un petit peu les piliers que Philippe évoquait ce matin. Pour moi, il y en a 4 principaux. Il y a les relations affectives. Donc, c'est les gens que vous aimez, les relations sociales, les amis, etc. Le pilier professionnel, ce que vous faites comme travail. Le pilier financier, qui est peut-être, à mon sens, le moins important des 3. Et le pilier personnel, c'est vous avec vous-même. Votre santé, votre évolution personnelle, spirituelle, enfin ce que vous voulez, c'est juste vous avec vous. Et je pense que ce qui est important, et c'est aussi pour ça que je ne connais pas le secret, c'est qu'il n'y a personne au monde qui peut définir votre planète réussite. Il n'y a que vous qui savez
ce que vous voulez mettre dessus. Votre planète réussite, ça peut être avoir 2 appartes et puis vivre en autarcie, dans la campagne, au milieu de la forêt, avec une maison qui tourne toute seule. Ça peut être avoir écrit 150 000 bouquins et être une star internationale. Ça peut être une maman qui préfère s'occuper pendant 20 ans de ses gosses, et c'est très bien. Si c'est à vous, que c'est votre réussite à vous, et que ce n'est pas quelque chose de subi, ça vous appartient. Et à mon sens, c'est le truc le plus important, et c'est ce que je n'avais pas compris dans la citation d'Oscar Wilde. Pendant ce temps-là, je réfléchis à ce que je dois dire. Et je vais regarder un petit peu. Je tombe. Ouais, c'est ça. Donc, parce que je pense qu'une deuxième vérité universelle, qui est encore une fois la mienne, vous prenez ce que vous voulez dans tout ça, c'est que la personne que vous êtes aujourd'hui ne peut pas être la même que celle qui aura réussi demain. Ce n'est pas possible. Il y aura forcément eu un changement entre les deux. Donc la question, c'est jamais qui suis-je. La question, c'est qui devez-vous devenir pour réussir? À quoi vous devez croire sur l'argent? À quoi vous devez croire sur les relations affectives? Sur l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire être aimé, aimer? Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Quel regard sur la vie et sur les choses vous devez avoir? Et le problème, c'est quand on fait ça, vous connaissez l'adage « dis-moi de qui tu t'entoures et je te dirai qui tu es ». C'est un peu les poissons rouges ce matin. Moi, je crois, je ne parle pas de poissons rouges, moi je crois qu'on est tous des lions déguisés en moutons. Notamment avec l'éducation, le système scolaire. D'ailleurs, à l'origine, la création de l'école, c'est ça. Je ne sais pas si vous saviez. À l'origine, on a créé l'école pour qu'il soit bien formaté et qu'il rentre dans les cases du travail en usine. Mais quand tu décides d'enlever ta peau de mouton, bah forcément, tu as tous les moutons qui disent « Oh !» Enfin, « bé » plutôt. « Bé, 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 bé !» Ça veut dire « change pas !» Et ce qui se passe, c'est comme vous avez le courage de traverser la souffrance de la réussite et de redresser vos limites pour vous dire « ça, putain, il y en a marre », ce qui se passe chez ceux qui vous entourent, parce qu'eux, ils vous ont aimé comme ça. Vos parents, vos frères, vos sœurs, votre entourage, vos amis, ils vous aiment comme vous êtes aujourd'hui. Donc si vous devenez quelqu'un d'autre, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils ressentent, eux? Ils ont peur que vous ne les aimiez plus, que vous soyez tellement différents, que vous les laissiez de côté. Ça, ce sera votre responsabilité, quand vous aurez atteint votre planète, de continuer d'aimer les gens que vous aimez, ou pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais on parle souvent de l'entourage extérieur dans cet adage, et moi je parle de l'entourage intérieur. Parce que ce n'est pas tellement les gens qui nous entourent le problème, il ne suffit de pas les écouter, c'est quand même pas très compliqué. Quelqu'un vous dit « Ah, t'es sûr, c'est dangereux quand même d'investir, oh là là ». Vous dites « Merci ». Dans votre tête, vous dites « Ta gueule ». Merci, ta gueule. D'accord ? Et ça passe. Donc c'est pas très compliqué. Là où c'est compliqué, c'est quand c'est l'entourage intérieur. Quand vous traînez encore les petites phrases qu'on vous a dit quand vous étiez petit, que vous avez entendu l'air de rien, par une maîtresse, un professeur, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, et qui sont encore présents là. Si vous ne savez pas que c'est là, vous le subissez au quotidien. Je vais vous donner quelques exemples. Moi, je travaille quasiment qu'avec ça. C'est quel est l'entourage intérieur qui est en présence? Quelles sont les injonctions inconscientes? Ça revient aussi encore à ce que disait Philippe ce matin avec l'iceberg là tout en bas. Quelles sont les injonctions inconscientes qu'on continue de subir inconsciemment, puisqu'elles sont inconscientes. Donc, je donne un exemple. Une fois, j'avais un agent immobilier en coaching. Et ce gars-là, c'était marrant, parce qu'il vient me voir et me dit « Je comprends pas, les 6 premiers mois de l'année, ça se passe super bien. Tous les contrats, les gens ils ont leurs prêts, machin, tout ça, tout se passe très bien, les rendez-vous, super. Et les 6 derniers mois, c'est la catastrophe. » Et lui, il avait compris l'adage aussi, parce que ça faisait 3 ans que ça lui arrivait. Donc la première année, il s'est dit « J'ai pas de bol. » La deuxième année, il s'est dit « J'ai vraiment pas de bol. » La troisième année, il a eu l'intelligence de se dire « C'est peut-être moi le problème. » Donc là, il est venu me voir, et en général, dans ces cas-là, il y a des problèmes de rapport à l'argent. Moi, je travaille sur le rapport à l'argent de façon assez simple. Je fais dire à voix haute aux gens combien ils ont le droit de gagner par mois. C'est un truc que vous pouvez faire chez vous. Tu dis à voix haute, parce que quand vous exprimez avec votre voix, vous exprimez avec votre identité, c'est tout votre corps qui s'exprime. Donc souvent, quand ça n'est pas juste,
Ça fait greu à l'intérieur, j'appelle ça comme ça. Et donc je lui fais répéter, puis un peu retour en mathématiques de 5e, dichotomie. J'ai le droit de gagner 50 000 euros par mois. Non. Je vous fais le raccourci. Et on a atterri sur 2479 euros. Intéressant, au chiffre près. C'est très très fréquent. Et encore 2479, c'est bien. Moi, j'ai vu des 450. Hein. Ce qui est marrant, c'est ce qui s'est passé là, c'est que le gars a instantanément pris conscience que c'était le salaire de son père. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que son père était décédé il y a 3 ans. Et en fait, notre cerveau fonctionne comme ça. Son cerveau à lui, qui est un peu con, mais c'est comme ça que ça marche. C'est ça, hein, si un jour vous essayez de comprendre avec votre tête consciente comment marche votre inconscient, vous n'y arriverez pas parce qu'il fait des choix qui sont très particuliers. Et donc son cerveau à lui s'était dit, pour garder le lien affectif que j'ai avec mon père, je garde son salaire. Alors t'as du bol quand ton père est multimillionnaire, tu vois. Et encore, parce qu'une fois j'ai eu une cliente, elle avait le droit de gagner 100 000 euros par mois, mais c'était une injonction paradoxale, parce qu'elle, elle le disait un peu comme ça. Devinez l'âge que j'ai quand je fais ça. J'ai le droit de gagner 100 000 euros par mois. Quel âge à peu près? Moi, quelque chose comme ça, entre 5 et 7, quoi, par là. Ça dépend de l'évolution des gamins. Et donc je lui ai posé cette question, je lui ai dit, tiens, quand tu fais, j'ai le droit de gagner 100 000 euros par mois, je dis, t'as quel âge? Émotion, et elle s'est souvenue qu'en fait, elle avait retenu du fait que son père s'était fait virer du travail, qu'il était en galère, il était obligé de déménager dans le plus petit, qu'ils avaient du mal à arrondir les fins de mois. Elle avait retenu pas « j'ai le droit de gagner 100 000 euros par mois », mais l'injonction de « je fuis cet événement-là ». Et quand on fuit quelque chose, c'est la même chose que quand on le crée. C'est le même problème de fond. Vous avez suivi ou... Non, ça va? Pas très important. Je vais vous donner un autre exemple qui est un peu plus parlant pour les gens qui sont un peu lents dans la salle. C'est... Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, parce que c'est quand même rigolo, je trouve. Enfin, si je ris tout seul, faites semblant, c'est pas grave. C'est que j'ai dit, quand l'adage des 3 cons, là, ça m'a tellement marqué, que ma société s'appelle LBC Formation. Les gens pensent que le C, c'est pour conseil, mais c'est pour connard. C'est véridique, hein. C'est comme si je me rappelle à chaque fois que je vois le nom de ma boîte, que quand je trouve que quelque chose est con, il faut peut-être que je commence par moi. Et donc je donne un autre exemple. Il y a une nana, elle, c'était souvent les mecs autodestructeurs de la réussite. Typiquement, tu rentres dans une entreprise, ton poste idéal, c'est d'être directeur commercial, je ne sais pas quoi. Et juste au moment où tu as ta promotion pour devenir commercial, tu te fais virer, il y a des conflits de partout. Vous connaissez ça ou pas? C'est très fréquent. C'est pareil, en explorant un petit peu avec elle d'où ça venait ce truc-là, c'était un truc complètement débile, et vous allez voir comment fonctionne notre cerveau. C'est qu'ils étaient 2 sœurs dans la famille, elle était la seconde, et son père appelait, avec la plus belle intention du monde, la première princesse, et la deuxième, duchesse. La duchesse ne peut pas dépasser la première. Et ben, son blocage de réussite venait d'un truc aussi bête que ça. Je vous dis que notre cerveau, il est con, il est vraiment con. Plus chez certains que d'autres. Mais ça va. Et donc, c'est cette vraie question-là. Qui devez-vous devenir pour réussir? Et je pense que le secret, c'est celui-là. C'est aussi simple que ça. Je pense que ceux qui réussissent font ce que ceux qui ne réussissent pas ne sont pas prêts à faire. Abandonner qui ils étaient pour devenir qui ils ont envie d'être sur leur planète, traverser ces souffrances et se connecter à ça, rendre certaines choses intolérables. C'est pas facile, c'est quelque chose de difficile, mais c'est ce qu'ils font. Et c'est dur. Demandez à tous ceux qui réussissent, on en parlait un petit peu ce midi, c'est que souvent, quand vous voyez des gens sur scène et tout ça, qui vous racontent leur histoire, vous avez l'impression que c'est facile, qu'ils ne sont jamais stressés. Moi, je suis allé faire caca 3 fois avant d'aller faire la conférence. Hein. D'accord. Okay. Okay. J'ai pas vomi, je progresse. D'accord. Et s'il y a un truc qui peut vous aider, quelque chose que je fais souvent, c'est justement pour connecter les souffrances à éviter,
c'est d'imaginer que vous vous téléportez, ça peut être un peu à 5 minutes de votre dernier souffle, le plus loin possible d'ici dans le temps. À quoi vous penserez, à votre avis, à ce moment-là? À quoi pensent les gens? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé en fin de vie ou qui ont des travaux comme le métier d'infirmière, etc. Mais à quoi vous pensez à ce moment-là? Est-ce que vous penserez à la peur d'aujourd'hui, que vous dites ah, investir c'est compliqué, apprendre le machin c'est dur? Non, tout le monde s'en fout. D'accord? Est-ce que vous penserez même au nombre d'appartements que vous avez? Non. À quoi on pense à ce moment-là? C'est vraiment cette question-là. À quoi vous penserez à ce moment-là? Exactement. Un mec intelligent dans la salle. Donc, la plupart des gens à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent des regrets, de ne pas avoir osé, de ne pas avoir écouté leur cœur, de ne pas avoir fait certaines choses. Ils parlent d'amour aussi. Les gens à qui ils sont fâchés, et par ego, ils n'ont pas osé leur dire je t'aime, pardon, ce genre de choses-là. Et je pense que c'est intéressant d'imaginer que chaque journée commence comme ça. Si c'était la dernière, qu'est-ce que vous feriez de différent? Vous étiez obligé de vivre votre vie comme vous allez la traverser. Vous ne pouvez pas dire ah ben, je vais voir mes enfants ou ma famille, etc. Vous allez faire la même journée, mais comment vous la vivez différemment? Et très souvent, on se rend compte que quand on réfléchit comme ça, la petite peur qu'elle a, même des fois la grosse, qui vous dit ah non, c'est risqué, eh ben, elle disparaît parce que c'est souvent une peur qui est liée à l'ego. Qu'est-ce que les autres vont dire si ça ne marche pas? Qu'est-ce que les autres vont penser si? Mais quand tu meurs, tu t'en fous. Puisque... Et je pense que c'est une chose qui peut vous aider aussi, si vous en avez besoin, à faire ça. Pour ça aussi, je vous ai préparé un exercice que vous pouvez télécharger là, tout simple. Vous allez là, vous mettez votre mail, pouf. Vous recevez un PDF et qui est un exercice que j'appelle l'exercice de vision, qui rejoint ce dont parlait Philippe ce matin. C'est cette idée de créer votre planète réussite à vous. Il n'y a que vous. Si un jour vous entendez quelqu'un qui vous dit réussir c'est ça, c'est comme ça, il faut faire comme ça, vous lui dites merci. D'accord? Et c'est l'idée, vous êtes là aujourd'hui, imaginez que vous vous téléportez dans 5 ans. L'exercice est assez long à faire. Hein. C'est un vrai travail d'introspection personnelle. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait écrit que vous voyez dans 5 ans? Imaginez, alors je le refais, je me téléporte dans 5 ans, je vois le Laurent de dans 5 ans. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait écrit sur chaque pilier, donc les relations affectives, le professionnel, la finance et vous-même, pour que vous ne vous disiez pas « Ah, elle est sympa sa vie », mais que vous disiez « Waouh, putain, elle est trop bien ». Alors c'est un exercice qui est assez long, parce qu'au début, il faut écrire tout ce qui vous passe par la tête, puis après, il faut apprendre à écrire ça correctement, à filtrer un petit peu. Donc je vous explique tout ça dans le PDF, parce que là, sinon, il m'aurait fallu 2 heures. Et moi, c'est un truc que j'ai fait. Je vais vous montrer, parce que je l'ai sur moi. J'ai fait ça il y a 4 ans. En pleine phase de divorce, tout ça, j'avais rien. J'avais quitté le centre de formation, j'ai rien du tout. Je l'ai là. Le papier est un peu abîmé, je l'ai toujours dans mon portefeuille, et dès que ça va pas trop, que j'hésite, je le lis. Donc je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans, parce que c'est personnel. J'ai écrit ma femme aime la sodomie maintenant. Mais... Ah mais... Pardon, excusez-moi. Vous comprenez le connard de LBC maintenant? Donc, et il y a écrit, et vraiment c'est vrai, je donne des conférences sur le changement, être vrai, mieux avec soi dans le business et le marketing et sur la réussite. Et c'est la première. Donc, comme je coche les petites cases, si on pouvait faire comme avec Mika tout à l'heure, faites semblant d'avoir trouvé ça super. Comme ça, je peux faire un petit selfie. Vous êtes OK pour faire ça pour moi? Merci beaucoup. Hop, case cochée. Ce qui est fou dans cet exercice, et je vous encourage vraiment à le faire, mais je reviens à la phrase que j'ai dit avant, ceux qui réussissent font ce que ceux qui ne réussissent pas ne sont pas prêts à faire. Tous ceux qui le font voient une transformation quasi immédiate. Parce que ce qui se passe dans cet exercice, c'est exactement ce que disait Philippe ce matin. Vous allez chercher dans votre futur l'état d'esprit, les émotions, les pensées et les croyances, et en fait, vous les ramenez au présent. Et vous les sentez quasiment instantanément. Pas toutes, évidemment.
Et c'est vachement puissant. C'est tellement puissant que j'ai fait ça, moi, alors qu'on était en train de divorcer. Et 3 jours après, comme j'avais écrit, j'ai écrit quoi exactement? J'ai écrit 22 ans en vie de commune et toujours du heureux et du désir. Faut avoir des couilles pour écrire ça alors qu'on est chez l'avocat en train de divorcer. 3 jours après, on va promener le chien. Et ça s'est super bien passé. Donc je dis à ma femme, on ne serait pas en train de faire une connerie? Elle m'a dit, mais peut-être. Mais je crois que moi, c'est parce que j'ai pris 100% de la responsabilité de ce qui se passait dans le couple, et que j'ai fait ce travail-là, qu'elle a pu faire le sien aussi. Et ce qui est drôle, c'est que je lui ai posé une question qui, après 18 ans de mariage, est assez bizarre à poser. Je lui ai demandé, comment tu sais que tu es aimé? Si vous êtes en couple, poser cette question-là, c'est quand même vachement intéressant. Moi, c'était un peu syndrome du chevalier blanc, vous voyez. Il faut beaucoup d'argent, des voitures, machin, etc. Des voyages. Et elle me répond du tac au tac. Ah ben moi, c'est quand on partage des moments de routine du quotidien tous les deux, je me sens super aimé. Ah bon? C'est tout? Et donc depuis que je sais ça, on a installé cette routine. Avant, elle me disait, viens, on va promener le chien. Pour moi, que c'était pas important. Je pensais que c'était pas important pour elle, mais en fait, si. Et donc je me retrouvais avec ce... Je disais, mais non, c'est bon, on fera ça plus tard, je sais pas quoi. Et maintenant, c'est devenu une obligation, c'est devenu intolérable de ne pas partager des moments de routine du quotidien ensemble. Après, moi, j'ai mes critères aussi, mais bon, j'ai déjà fait une blague de cul, je vais pas en faire deux. C'est... Enfin, voilà. C'est juste, je l'ai faite, l'air de rien. Alors, avant de finir, je vais faire des remerciements, mais c'est pas fini. Donc je vais remercier Milou, qui m'a quand même vachement aidé. Mika, évidemment. Franck, qui m'a aussi beaucoup apporté pour préparer cette conférence. Il y a une phrase qui a changé ma vie. C'est l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Elle est verte là où vous l'arrosez. Merci. Merci. Merci.